À 11h47, le 29 mai 1943, le capitaine James Hartwell monta dans le cockpit de son B-7 à la RF Allenbury. Observant l'équipe au sol, chargèrent la dernière bande de munitions de calibre 150 dans la 17e position de tir du bombardier modifié. Il avait 26 ans, 42 missions de combat derrière lui, mais aucune expérience sur l'appareil qu'il s'apprêtait à piloter. Le AIB-40 pesait 4000 livres de plus que n'importe quelle forteresse volante qu'il avait jamais pilotée. Dans les 3 mois précédents mai, la 8e Air Force avait perdu 173 B-17 au-dessus de l'Europe. Sans escorte de chasseurs à long rayon d'action, les intercepteurs allemands massacraient les formations de bombardiers sur le trajet du retour depuis des cibles situées au cœur du Reich. Les Focke-Wulf 190 attaquaient à 12 Aschau, là où les mitrailleuses de nez des B-17 ne pouvaient pas suivre assez vite. Les Messerschmitt 109 plongeaient dans les formations abattant les traînards qui restaient en arrière. Les équipages appelaient cela le gauntlet. La moitié d'entre eux n'atteignaient jamais 25 missions. La solution semblait évidente si les chasseurs ne pouvaient pas escorter les bombardiers jusqu'en Allemagne, et retour, il fallait transformer un bombardier en chasseur. Les ingénieurs de l'Army Air Forces retirèrent d'un B-17F tout ce qui ne tirait pas les bombes, disparurent. Le poste du bombardier fut transformé en une tourelle de Menton jumelée de calibre, en 50. Une seconde. Tourelle dorsale fut installée derrière la salle radio. Les mitrailleuses de sabord unique furent remplacées par des affûts jumelés et des mitrailleuses de joue furent ajoutées à l'avant du fuselage. La capacité en munitions fut triplée à 11 275 coups et des plaques de blindage supplémentaires furent soudées au poste d'équipage. 16 mitrailleuses de calibre, .50 sur un seul appareil, on l'appela le YB-40, le Flying Destroyer. Douglas Aircraft à Tulsa acheva 12 conversions en mars. Le 92e Bombardment Group à Allenbury les reçut début mai et le colonel William Reed sélectionna 7 équipages pour mener le premier essai au combat. Hartwell reçut l'appareil 42 5-738 que son équipage surnomma Hedgehog. Le poids faussait tout. Un B-17F standard montait à 20 000 pieds en 25 minutes. Le YB-40 en avait besoin de 48. Le manche semblait différent plus lourd. Le pilote d'essai de Wright Field avait dit à Hartwell que le centre de gravité était mauvais avec toutes ses munitions derrière la soute à bombe. Mais la puissance de feu était inouïe, la seule tourelle de Menton pouvait déchiqueter un Focke-Wulf avant qu'il n'entre dans sa portée. Chaque vecteur d'approche était couvert, chaque angle d'attaque balayé par des champs de tir qui se chevauchaient. Le briefing de mission était simple, escorter la formation principale jusqu'à Saint-Nazaire et frapper les abris de sous-marins. Les 7 UIB-40 furent placés aux endroits les plus vulnérables, escadrilles basses, éléments de queue, partout où les chasseurs allemands aimaient frapper. Hartwell mit les moteurs en route à 13h25. Les 4 Wright Cyclone tournaient rond. La tour de contrôle les autorisa à décoller à 13h50. Hedgehog s'élança sur la piste, suivi de 168 autres B-17. Heure d'attaque prévue 16h00. La formation atteignit la côte française à 15h30. Des éclats de flaques parsemèrent le ciel au-dessus de Guernesey et le trafic radio confirma que des chasseurs allemands décollaient d'aérodromes près de Rennes. L'ingénieur de vol signala une consommation de carburant supérieure aux prévisions. Le YB-40 brûlait plus d'essence en grimpant à l'altitude. Saint-Nazaire apparut à travers des trouées nuageuses à 16h02. La formation principale largua ses bombes et prit le cap du retour. Vide, les B-17F grimpaient et accéléraient plus vite. Hartwell poussa les manettes, mais Hedgehog commença à décrocher. Les B-17 standards s'éloignaient à 160 mph tandis qu'à pleine puissance continue, Hedgehog ne dépassait pas 148. L'ingénieur de vol, le Technical Sergeant Paul Morrison, 31 ans, vérifia les instruments. La température de culasse du moteur numéro 3
montait dans le rouge. Il réduisit le régime avant la surchauffe et la vitesse tomba à 140 mph. La formation principale était maintenant à 3 miles devant puis 4. Hartwell voyait les 6 autres YB-40 lutter à l'arrière de leur groupe, tous en train de prendre du retard. L'opérateur radio, le staff sergent Frank Delaney, repéra des traînées à 4 heures, haut des chasseurs allemands, grimpaient à l'interception des Focke-Wulf 190 du Jagdgeschwader 2, basé à Vannes, 6 appareils, peut-être 8 en chasse des traînards. Hartwell activa l'intercom. Tous les tireurs suivirent leur cible. Le mitrailleur de la tourelle de Menton annonça une bonne visibilité. La tourelle ventrale tournait sans heurte, et les 2 mitrailleurs de sabord confirmèrent que leurs affûts jumelés étaient chargés et en suivi. Le premier Focke-Wulf piqua depuis 5 heures à 1200 yards. Le mitrailleur de queue ouvrit le feu à 800. Les traçantes marchèrent vers le chasseur en piqué. Le pilote allemand vira à gauche et remonta sans tirer. La deuxième attaque vint de 11 heures haut. 2 Focke-Wulf volaient en formation en ligne. Le mitrailleur de la tourelle de Menton suivit l'appareil de tête et tira une rafale de 4 secondes. Les balles de calibre .50 traversèrent le capot moteur du FW-190 qui se retourna sur le dos avant de plonger vers la Manche dans un nuage de fumée noire. Delaney confirma la destruction depuis sa position de sabord tandis que le second chasseur rompit l'attaque. Pendant 6 minutes, la puissance de feu du YB-40 fonctionna parfaitement. 3 autres chasseurs allemands approchèrent, 3 autres rompirent avant d'ouvrir le feu. Les champs de tir croisés des 16 mitrailleuses formaient un mur de plomb qu'aucun pilote ne voulait franchir. Mais Hedgehog continuait à ralentir. La formation principale était à 6000 devant puis 7. Hartwell distinguait à peine la ligne des bombardiers contre le ciel de l'après-midi. Morrison annonça qu'ils avaient brûlé 800 gallons de plus que prévu et qu'à cette puissance, il restait 90 minutes de vol jusqu'à Alconbury, alors que la formation serait posée dans 70. Une autre paire de Focke-Wulf apparut à 2 heures. Ces pilotes ne se retirèrent pas. Ils avaient compris que le YB-40 ne pouvait ni suivre ni fuir. Les chasseurs allemands tournoyaient à distance attendant que le bombardier tombe davantage en arrière avant d'attaquer de plusieurs angles à la fois. Hartwell repoussa les manettes, la température du moteur numéro 3 remonta dans le rouge. Morrison observa l'aiguille sans rien dire. Le bombardier d'escorte armé de 16 canons était devenu la cible qu'il devait protéger. L'attaque survint à 16h43-3. Focke-Wulf venant de directions différentes, haute à droite, bas à gauche, plein avant. Hartwell ne pouvait pas esquiver. Le YB-40 tournait comme un train de marchandises. Il maintint le cap et l'altitude. Ses tireurs ouvrirent le feu simultanément. La tourelle de Menton suivit l'attaque frontale. La tourelle supérieure pivota à droite, la ventrale à gauche, et les 2 mitrailleurs de sabord tirèrent par les fenêtres opposées. Les douilles vides pleuvaient dans le fuselage, tandis que l'avion tremblait sous le recul combiné de 8 armes. La verrière du Focke-Wulf de tête éclata, l'appareil vira à droite et tomba en flammes. L'assaillant haut rompit son attaque, mais celui du bas la poursuivit et tira une rafale de 2 secondes. Des obus de 20 mm et perforèrent l'aile droite de Hedgehog, sectionnant une conduite hydraulique. Le mitrailleur de sabord signala du liquide projeté sur la vitre. Delaney confirma la panne du circuit hydraulique du train droit. Il faudrait maniveler le train à la main au retour s'il rentrait. Morrison vérifia de nouveau le carburant 72 minutes pour Alconbury à la puissance actuelle. La formation était 8000 devant et s'éloignait. Seul, au-dessus de la France occupée, il voyait les chasseurs allemands les encercler. La radio grésilla un autre équipage de YB-40, le capitaine Richard Hayes du 305e Bomb Group, à bord de l'appareil 42 5741. Son gunship avait lui aussi décroché. 2 YB-40 isolés de la formation, peinant à maintenir leur vitesse, brûlant le carburant plus vite que prévu. Hayes proposa de se regrouper pour combiner leurs 32 canons et tenir les Allemands à distance. Hartwell accepta.
Hayes descendit de 21 000 à 19 500 pieds pour rejoindre Hedgehog. Les Focke-Wulf cerclaient plus largement 4 visibles, peut-être 6. Ils n'attaquaient pas mais ne s'éloignaient pas non plus. À 17h07, Hartwell franchit la côte française en sortie. La Manche s'étendait grise et vide sous eux 53 000 jusqu'à la côte anglaise 41 minutes de vol. Le moteur Hendeg 3 chauffait toujours. Morrison avait déjà réduit 2 fois la puissance, mais il ne pourrait pas maintenir l'altitude encore longtemps. Hedgehog descendit à travers 19 000 pieds, 18 800, 18 600. Hayes signala que la pression d'huile de son moteur Hendeg 2 chutait et réduisit les gaz pour éviter le grippage ralentissant à 138 mph. Les 2 avions luttaient à leurs équipages, surveillant les jauges de carburant presque vides, espérant que les chasseurs allemands ne les suivraient pas au-dessus de l'eau. À 17h22, Messerschmitt 109 apparurent à 6h haut. Ils avaient suivi les traînards jusqu'à la Manche. Les mitrailleurs de queue annoncèrent l'interception 400 yards et se rapprochant. Les chasseurs plongèrent à 18 000 pieds et ouvrirent le feu à 800 yards. Hartwell ne pouvait ni monter, ni accélérer, ni virer assez brusquement pour troubler leur visée. Le YB-40 était devenu une cible volante. Le mitrailleur de queue, le staff sergent Raymond Cack, 24 ans, ancien champion de tir de Cleveland, tira le premier. Il n'avait jamais visé des cibles se déplaçant aussi vite. Le premier Messerschmitt se rapprocha à 600 yards. Cack promena ses traçantes dans le vide. Le pilote allemand fit des embardées à gauche puis à droite, plongeant de 22 rails avec son ailier, et les 2 ouvrirent le feu à 400 yards. Des obus déchirèrent la queue de Hedgehog, l'un explosa dans le stabilisateur horizontal. Un autre obus traversa le fuselage à moins d'1 mètre derrière la position de Cack. L'appareil trembla violemment. Hartwell sentit les commandes devenir molles. Morrison grimpa vers l'arrière pour évaluer les dégâts. Les câbles de profondeur étaient intacts, mais le mécanisme du compensateur était bloqué. Hartwell devrait lutter contre le manche jusqu'en Angleterre. Les Messerschmitt remontèrent pour une nouvelle passe, et le YB-40 de Hayes ouvrit le feu avec toutes ses tourelles dorsales. La puissance de feu combinée des 2 canonnières remplit le ciel de traçantes. Les chasseurs allemands virèrent à gauche et reprirent de l'altitude. À 17h31, République P-47. Thunderbolt apparurent du nord-est des chasseurs d'escorte longue distance, revenant d'une patrouille au-dessus de la Belgique. Ils avaient entendu les appels radio signalant des traînards attaqués. Les Thunderbolt piquèrent sur les Messerschmitt, qui les voyant arriver se replièrent vers la France. Les P-47 ne les poursuivirent pas et se formèrent autour des 2 YB-40, remuant les ailes en signe d'escorte vers la côte anglaise. Hartwell vérifia le carburant 37 minutes restantes à la puissance actuelle 29 000 jusqu'à la Terre. Ils y parviendraient à peine, mais le concept était brisé. Ils le voyaient désormais clairement, le YB-40 fonctionnait parfaitement comme plateforme de tir. 16 mitrailleuses de calibre Pampon 50 pouvaient déchiqueter tout chasseur s'approchant, et la tourelle de Menton avait révolutionné la défense frontale, mais le poids rendait l'ensemble inutile. Après avoir largué leurs bombes, les B-17 standards grimpaient plus vite et plus haut, tandis que le YB-40, traînant encore 11 000 cartouches, portait 4 000 livres supplémentaires qui le ralentissaient et en faisaient une cible plutôt qu'un protecteur. À 17h47, Hayes signala que son moteur numéro 2 s'était bloqué, pression d'huile à 0 hélice mise en drapeau. Son YB-40 descendait à travers 15 000 pieds sur 3 moteurs. Morrison calcula. Hayes n'atteindrait probablement pas Alconbury, peut-être même pas l'Angleterre. Sa consommation à 3 moteurs était trop élevée. La côte anglaise apparut à 17h53. Hayes visa le premier terrain disponible, la RAF Manston dans le Kent, appela la tour et déclara une urgence. On lui accorda l'atterrissage immédiat.
Hartwell observa le YB-40 de Hayes s'éloigner vers le terrain d'urgence, une canonnière rentrant sur 3 moteurs, l'autre endommagée à peine contrôlable. Les deux nécessiteraient de lourdes réparations avant de revoler. À 18h18, Hedgehog se posa à Allenbury. Hartwell avait manivelé le train d'atterrissage manuellement. Le train principal droit se verrouilla 15 secondes avant le toucher. Les mécaniciens comptèrent 16 impacts de balles sur le fuselage, une conduite hydraulique sectionnée, un compensateur bloqué et un stabilisateur horizontal endommagé. Le colonel Reed attendait sur l'aire de stationnement. Il voulut l'évaluation immédiate du premier test de combat du concept YB-40, le destroyer volant, censé protéger les formations de bombardiers jusqu'en Allemagne et retour. Hartwell coupa les moteurs et sortit de l'appareil, la combinaison trempée de sueur, les mains encore tremblantes, après 90 minutes de lutte contre les commandes. Il regarda Reed et prononça 3 mots qui mirent fin au programme « It can't keep up ». Reed ordonna pourtant 7 autres missions, espérant que la première n'était qu'une anomalie, qu'une autre tactique ou un autre placement des YB-40 dans la formation résoudrait le problème de vitesse. La seconde mission lancée le 15 juin contre l'Orient engagea 4 YB-40, les 4 restèrent en arrière après le largage. La troisième, le 22 juin, visa l'usine de caoutchouc synthétique IG Farben à Hulse. 11 YB-40 engagés, un perdu sous la flaque, et les chasseurs, les 10 restants, rentrant des heures après la formation principale. Les ingénieurs du dépôt d'Abbots-Ripton tentèrent des modifications, ajustements des bandes d'alimentation, rééquilibrage, vers l'avant, nouveau procédé de chargement des munitions, rien n'y fit. Le problème fondamental demeurait un B-17F chargé, pesait 65 000 livres au décollage, 48 000 après largage. Un YB-40 pesait 68 000 au départ et encore 64 000 après combat, 4 000 livres de canon et de munitions impossibles à larguer. Le 28 juin, 6 YB-40 attaquèrent à nouveau Saint-Nazaire, revendiquant un chasseur abattu. Les 6 restèrent en arrière sur le vol retour. Un équipage rapporta être resté seul au-dessus de la France pendant 43 minutes, seul signifiait vulnérable. L'avion conçu pour protéger les bombardiers avait désormais besoin de protection. Après 48 sorties, la 8e Air Force dressa le bilan 5 victoires confirmées, 2 probables, un YB-40 perdu. Tous avaient décroché après le largage, avec une distance moyenne de 7000 et 38 minutes d'exposition en territoire ennemi. Le chef de la chasse de la Luftwaffe, Adolf Galland, examina les rapports. Les pilotes allemands avaient rapidement compris. Ces bombardiers lourdement armés se distinguaient aisément, tourelles supplémentaires, visibles sous tous les angles, aucune soute à bombe. Ils volaient dans les positions les plus vulnérables. Après le largage des bombes, les YB-40 devenaient des traînards, et les chasseurs allemands concentraient leurs attaques sur eux. L'évaluation de Galland fut brutale. Les victoires obtenues par le YB-40 étaient insignifiantes, indignes du coût engagé. Ces pilotes préféraient attaquer les destroyers volants plutôt que de les éviter des cibles faciles, incapables de fuir. Le 29 juillet, les 2 derniers YB-40 effectuèrent leur ultime mission de combat, visant les chantiers navals de Kiel. Les 2 restèrent en arrière et durent être escortés par des chasseurs jusqu'à l'Angleterre, atterrissant d'urgence sur des terrains éloignés de leur base. En août, le général Karl Spaatz mit fin au programme. Les 12 YB-40 survivants retournèrent aux États-Unis en novembre. La plupart devinrent des avions d'entraînement. Au Tir 4 furent dépouillés et reconvertis en bombardiers standards. Le concept mourut après 3 mois d'essais en combat. L'Army Air Forces avait dépensé 469 000 $ par appareil, soit 5-6 millions au total, pour un système d'armes qui rendait les bombardiers plus vulnérables au lieu de plus sûrs. Mais une partie du YB-40 survécut une innovation qui fonctionnait parfaitement, une modification qui allait sauver des milliers d'équipages avant la fin de la guerre. Les ingénieurs de Wright Field étudièrent attentivement les rapports de mission et remarquèrent
que chaque YB-40 ayant engagé des chasseurs de face avait stoppé leur attaque. La tourelle de Menton changea toutes deux mitrailleuses de calibre, 50 tirant vers l'avant, sans problème de convergence, ni angle mort, à 12 heures hautes. Ce concept fut immédiatement envoyé chez Boeing. La tourelle Bendix, issue du programme YB-40, entra en production en septembre 1943 sous le nom de Bendix Model A, 2 Browning M2 de calibre .50, commande à distance depuis le poste du bombardier, 300 cartouches par arme rotation et élévation électrique. Douglas Aircraft l'installa sur les 86 derniers B-17F sortant de chaîne. Ces bombardiers furent déployés en Angleterre en octobre et les équipages la surnommèrent la réponse aux attaques de 12 heures. Avant la tourelle de Menton, les chasseurs allemands attaquaient les formations de B-17 de face le poste du bombardier, n'avaient que 2 mitrailleuses de joue montées sur les côtés du nez au champ de tir limité. Les pilotes ennemis volaient droit sur les bombardiers et tiraient dans la faille de couverture. Les Focke-Wulf 190 abattaient plus de B-17 par attaque frontale que par toute autre méthode. La tourelle de Menton comble à cette faille les couvertures totales vers l'avant. Le bombardier suivait le chasseur attaquant à travers un viseur simple appuyé sur la détente et les 2 canons convergeaient à 400 yards. Les pilotes allemands, habitués aux passes frontales, se retrouvèrent soudain face à un tir concentré qu'ils ne pouvaient éviter. Les rapports de combat de novembre montrèrent la différence. Le 91e groupe de bombardement vola sur B-17F, équipé de tourelles de Menton, lors d'une mission sur Gelsenkirchen. 12 attaques frontales furent lancées, 10 abandonnées, avant-portée 2 seulement menées jusqu'au bout, un Focke-Wulf détruit, confirmé aucun bombardier perdu par attaque frontale. Boeing intégra alors la tourelle Bendix dans la production du B-17G. Le premier appareil sortit des chaînes en décembre 1943. Le modèle G devint la forteresse volante définitive. Les usines Boeing de Seattle et Wichita Douglas à Long Beach et Tulsa Vega à Burbank, toutes produisaient des B-17G standardisés avec tourelles de Menton. La cadence monta rapidement 50 avions par mois en janvier 1944, 120 en mars, 230 en juin. Les usines livrèrent 680 B-17G avant la fin de la production en avril 1945. Chaque appareil portait la tourelle née du programme IB-40 avorté. Le 303e groupe de bombardement passa au B-17G en février 1944. Son taux de perte dû aux attaques frontales chuta de 12% à 3%. Le 379e groupe rapporta des chiffres similaires, 11% à 4%. Le 384e groupe suivit ces statistiques avant les tourelles 43 bombardiers perdus en 6 mois, après 14 en 12 mois. Les analystes de la 8e Air Force calculèrent de l'impact global. La tourelle de Menton réduisait les pertes dues aux attaques frontales de 71% sur tous les groupes, toutes les missions, tous les théâtres. À la veille du VE Day, le B-17G équipait 26 groupes lourds en Europe, 4 en Italie et 2 dans le Pacifique, 32 au total. Chaque groupe volait avec 48 appareils par mission, soit 136 B-17G simultanément en combat. Le programme IB-40 dura 3 mois, mena 48 sorties, revendiqua 5 chasseurs abattus, coûta 5-6 millions de dollars et échoua totalement comme concept d'escorte. Mais la tourelle de Menton de ces 12 canonnières ratées vola sur 8 680 forteresses volantes, protégea leurs équipages sur plus de 290 000 sorties et sauva environ 2300 bombardiers qui auraient autrement été détruits par des attaques frontales. Le destroyer volant mourut, mais son innovation survécut, et la tourelle de Menton ne fut pas la seule amélioration du YB-40 à perdurer. Les ingénieurs étudiant les rapports de combat identifièrent 2 autres modifications qui résolvaient des problèmes réels. Les positions de mitrailleuses latérales sur les B-17F standards étaient alignées face à face, les 2 mitrailleurs de sabord se gênaient, se bousculaient pendant les attaques venant de travers et limitaient mutuellement leur champ de tir.
Les films de combat montraient eux-mêmes les deux hommes se bloquant physiquement en essayant de suivre des cibles rapides. Le YB-40 avait déplacé la position de la mitrailleuse droite vers l'avant de 75 cm, créant une configuration décalée. Chaque mitrailleur disposait ainsi de plus d'espace pour manœuvrer, pour balayer librement avec son arme et pour recharger sans collision. Boeing incorpora cette disposition décalée dans le B-17G. Les mitrailleurs signalèrent un champ de tir amélioré de 40%, moins d'enrayement dû au rechargement précipité et une meilleure coordination lors d'attaques simultanées sur les deux flancs. Le 94e groupe de bombardement documenta l'effet avant la modification. Les mitrailleurs se gênaient au bout de 12 secondes en moyenne. Après, ils pouvaient suivre une cible pendant 27 secondes d'affilée. La troisième amélioration vint de l'analyse de la position arrière du YB-40. Le sergent Kac avait signalé une visibilité limitée dans la tourelle de queue standard, petite fenêtre champ restreint, difficile de suivre les chasseurs, arrivant à 6 heures basses. L'Army Air Forces chargea le Cheyenne Modification Center dans le Wyoming de redessiner la position hublot agrandie, meilleure visibilité au-dessus et au-dessous, affût repensé et blindage renforcé. On l'appela la queue Cheyenne et elle devint standard sur les derniers B-17G produits. 3 innovations issues d'un programme raté. La tourelle de Menton, les mitrailleuses latérales décalées et la queue Cheyenne. Les 3 furent intégrés au B-17G. Les 3 sauvèrent des vies à chaque mission jusqu'à la fin de la guerre. Le capitaine James Hartwell vola encore 16 missions sur des B-17F standards. Il acheva son tour de 25 missions en octobre 1943, survécut et rentra en Pennsylvanie. Il ne pilota plus jamais de YB-40 après Saint-Nazaire. En décembre, il revint à Alconbury comme instructeur, les premiers B-17G arrivaient. Il observa les équipages autour des nouveaux avions, montrant la tourelle de Menton, demandant comment elle fonctionnait et d'où elle venait. Hartwell leur parla du YB-40, le Flying Destroyer, incapable de suivre la canonnière devenue cible, le programme de 3 mois si défaillant qu'on l'avait annulé avant la fin de l'été. Puis il leur montra la tourelle, expliqua le maniement par le bombardier, démontra le champ de tir et la procédure de chargement des munitions. Les équipages écoutèrent attentivement, ils comprirent que la tourelle qui allait les protéger venait d'un avion condamné d'une erreur coûteuse de 5-6 millions de dollars, d'un système d'armes testé seulement 3 mois en combat. Un pilote demanda à Hartwell si le YB-40 en avait valu la peine l'argent. L'effort, les équipages partis au combat, en sachant qu'ils resteraient en arrière. Hartwell regarda le B-17G sur l'air la tourelle de Menton, brillant sous la faible lumière anglaise. Il pensa aux attaques frontales au Focke-Wulf, plongeant à 12 heures hautes aux bombardiers, qui avaient enfin une arme pour les arrêter. Il pensa aux 8I-680 appareils qui porteraient cette tourelle avant la fin de la guerre. Oui, dit-il. Chaque mission, chaque dollar, chaque impact de balle sur le fuselage du Hedgehog. Le YB-40 nous a appris à échouer en avançant. La dernière mission de YB-40 eut lieu le 29 juillet 1943. En août, le programme fut officiellement annulé. En novembre, les 12 avions survivants étaient rentrés aux États-Unis. La plupart devinrent des appareils d'entraînement, quelques-uns furent ferraillés. L'un apparut même dans une scène de casse dans le film The Best Years of Our Lives 1946. Aucun YB-40 ne survécut intact à la guerre. Aucun musée n'en conserva aucun projet de restauration n'en fit renaître un. Le Flying Destroyer disparut de l'histoire, mais son innovation vécut partout dans chaque B-17G, survolant l'Europe dans chaque équipage, ayant survécu à une attaque frontale dans chaque pilote, ayant atteint ses 25 missions, parce qu'un Focke-Wulf avait rompu son attaque en voyant les traçantes de la tourelle de Menton. La 8e Air Force vola plus de 290 000 missions de combat avec des B-17G. La tourelle de Menton tira en situation réelle lors d'environ 114 000 de ces missions. Selon des estimations prudentes,
Elle empêcha directement la perte de 2300 bombardiers, soit 23 000 membres d'équipage rentrés chez eux. Le National Museum of the United States Air Force à Dayton expose un B-17G, numéro 4KK-33514, baptisé Chou 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 Baby, restauré en état de vol. Sous les lumières du musée, la tourelle de Menton brille. Une plaque indique qu'elle était l'équipement standard de tous les modèles G, mais ne mentionne pas le IB-40, n'explique pas son origine, ne raconte pas l'histoire des 12 avions, dont l'échec total ne dura que 3 mois. L'histoire retient les réussites, le B-17G qui contribua à gagner la guerre, la Flying Fortress devenue icône. Le bombardier qui pouvait encaisser d'immenses dégâts et ramener ses équipages à la maison, voilà ce dont l'histoire se souvient. Elle oublie les échecs, le YB-40, incapable de suivre l'erreur, à 5-6 millions de dollars le Flying Destroyer, qui avait besoin d'être protégé au lieu de protéger les autres. Mais les échecs enseignent des leçons que les succès n'enseigneront jamais. Le YB-40 prouva que de bonnes idées mal exécutées peuvent en contenir d'excellentes, que des erreurs coûteuses peuvent engendrer des innovations inestimables, que 3 mois d'essais au combat peuvent produire des améliorations qui durent des années. Les ingénieurs de Boeing ne considéraient pas le YB-40 comme un échec, mais comme une recherche appliquée. Ils conservèrent ce qui fonctionnait et corrigèrent ce qui ne fonctionnait pas. La tourelle de Menton, oui. Le poids excessif, non. Alors ils gardèrent la tourelle et supprimèrent le poids simple, efficace, salvateur. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle nous a émus, faites-nous une faveur. Cliquez sur « J'aime ». Chaque clic indique à YouTube de montrer cette histoire à davantage de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons chaque jour des récits oubliés, tirés des archives poussiéreuses, des histoires d'ingénieurs, de pilotes et d'équipages qui ont transformé leurs échecs en victoires, de la véritable innovation, du véritable héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous participez à la préservation de ces souvenirs. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de votre attention et merci d'avoir contribué à empêcher que les équipages du YB-40 ne tombent dans l'oubli. Ils ont échoué spectaculairement, mais leur échec a sauvé des milliers de vies.